torturés, tout ça. Et j'ai jamais vu, par exemple, ici, moi je suis ni islamiste, ni frère musulman, ni salafiste. J'ai jamais vu, par exemple, c'est pas une honte, c'est pas une honte d'être français, qui par exemple, il y avait une trentaine de milliers, quarantaine de milliers de frères musulmans, j'étais dans la prison sans jugement de rien et tout. J'ai jamais vu dans les médias français, par exemple, ils disent, mais de poser la question pourquoi ces gens-là, au régime, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et malgré tout ça, les frères musulmans, vous le savez que 40% ou 45% de la population égyptienne, c'est sous le seuil de pauvreté, ça veut dire c'est la misère totale. Et malgré tout ça, qu'est-ce qu'ils ont subi? Ils étaient là, dans les quartiers populaires, ils aidaient les gens avec des nourritures, avec des vêtements, construire des cabines médicales. Il y a les journalistes, l'AFTO, tout ça, avec de l'argent symbole, même payer les traitements. Donc, c'est pas étonnant. Après, c'est vrai, ils ne se manifestent pas, ils jouent le rôle avec le régime, et à mon avis, ils le jouent dans le régime parce que c'est leur survie. C'est-à-dire, sinon, ils seront totalement massacrés. Donc, les salafistes, donc, les frères musulmans étaient jetés dans la prison, comme j'ai déjà parlé et tout ça. Les salafistes, l'État, il était quoi? Il était fermer les yeux parce qu'ils disent, les salafistes, c'était dans les mosquées, tout ça, faire la prêche, pour la prière, pour ça veut dire Ils n'ont pas de danger politique. Ils n'ont pas de danger politique. Ils participent pas à la vie politique. Donc pour le régime, c'était... mais c'était les dangers, c'était eux, ils étaient partout. Donc moi je trouve normal qu'après ils gagnent les élections parce que les peuples égyptiens, depuis le temps des pharaons, on sait bien que c'est un peuple... Avant la création des dieux, c'est un peuple croyant, très croyant. Il croit au soleil, il croit à plusieurs dieux. Quels que soient les dieux. Quels que soient les dieux, quelle que soit la religion. Mohamed, tout, donc voilà. C'est la nature des peuples, c'est pacifique. La religion, elle est fabriquée en Égypte déjà. Si je peux me permettre de dire deux, trois mots, mais très très brièvement, sur ce sujet. Notre sujet, c'est la perception par les médias français de la révolution égyptienne. C'est pas ce que je pense sur tel ou tel acteur. Hein. Donc, la perception, j'ai essayé de la décrire. Si je puis dire un mot de ce que je pense, effectivement, je pense que les Français, et singulièrement les Français, en plus que d'autres pays occidentaux, en raison de leur histoire et des combats très violents qu'ils ont menés contre l'Église au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, et de l'avènement difficile de ce qu'on appelle ici la laïcité, c'est un concept qui est quand même très très français dans sa définition, ont beaucoup de mal maintenant à comprendre le phénomène religieux et la religiosité de peuples qui ont une tradition religieuse. Beaucoup de mal. Et on le voit très bien dans la société française, c'est un débat constant. C'est-à-dire que quand on défend le droit à la religion, on ne peut même pas avoir une vision anthropologique de la religion. On est soi-même taxé, et c'est souvent mon cas par exemple, d'islamo-gauchiste, ou de choses comme ça. C'est-à-dire que c'est forcément qu'on est... Alors j'ai coutume de dire que je ne suis déjà pas croyant dans la religion qui pourrait être la mienne, c'est pas pour être croyant dans la religion des autres, mais par contre, je m'intéresse beaucoup, et je crois beaucoup à la religiosité, et au fait que la religion peut, à certains égards, être aussi un espace de résistance à des tas de choses qui nous agressent, et qui sont les excès de la modernité, et par lesquels passent souvent des formes coloniales, voire impérialistes, pour employer le mot désormais démodé, que j'emploie quand même. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit notre ami Fatih, et pour donner un instant mon opinion, puis, et donner dans la foulée la parole à Didier, moi je suis un extrémiste de la démocratie.
On est tous. C'est-à-dire que ce soit bien clair, c'est-à-dire que je ne suis pas de ceux qui arrêtent la démocratie quand les frères musulmans l'emportent ou quand le Hamas l'emporte, etc. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique démocratique et espérer, je pense que c'est un espoir tout à fait rationnel, que toutes ces forces-là vont s'intégrer à un jeu politique. Et ça permet tout à fait de donner la parole, je pense, à Didier, parce que précisément l'exemple turc illustre tout à fait cette... Juste pour dire, je suis d'accord, et je suis conscient de la société française, et qu'est-ce que je parle quand on parle de laïcité, d'islam ou de la religion et tout ça, mais je donnais mes sentiments comme un Égyptien qui vit là-bas. Donc, voilà. Mais il ne faut pas oublier non plus, après la chute du communisme, il y a une nostalgie pour la religion en Europe même, surtout la Russie et les autres pays qui étaient communistes. D'accord, mais il faut observer tout ça, parce que si on condamne juste la nostalgie pour l'islam, il faut condamner la même chose par rapport de... On va donner la parole à M. Guillaume et après au débat. D'accord, mais juste parce que vous avez commenté, je devais commenter moi aussi. Bien, merci beaucoup pour cette invitation. Tout d'abord, je suis aussi un extrémiste de la démocratie. C'est un autre point commun. Outre la barbe, mais il y en a aussi quelques autres. Pour être sérieux, évidemment, on a beaucoup parlé, ça ne vous a pas échappé ces derniers mois, du modèle turc. Ce fameux modèle turc dont on nous rebat un peu les oreilles et que pour ma part je conteste comme référence. D'une part pour une raison de principe, parce que les modèles dans la vie politique ou dans les relations internationales ont souvent mal terminé. Ça a un peu vieilli, effectivement. Bon, vous parliez de la chute du communisme, moi je parlais de la chute du stalinisme. Enfin, en tout cas, ça a amené des aspects dramatiques dans l'histoire du XXe siècle notamment. Et puis d'autre part, et ça c'est plus important encore, c'est que parler d'un modèle turc pour un certain nombre de pays du monde arabe, cela fait quand même l'économie des spécificités, des différences de l'histoire qui existent entre tel ou tel pays arabe, parce que je pense qu'en plus, tous les pays arabes n'ont pas la même histoire d'ailleurs, mais avec la Turquie, pour une série de raisons, il n'y a pas la même histoire, c'est ainsi, il n'y a pas de signe de valeur, mais en ce sens, il ne peut pas y avoir une copie, un copier-coller de ce qui se passe en Turquie. C'est impossible sur la méthode de réflexion. Alors, c'est pourquoi je ne ferai pas du tout des remarques trop historiques, mais quand même, je pense que l'histoire a une importance particulière quand on veut mettre en perspective les problématiques actuelles, parce que comme l'a dit Denis, c'est compliqué. Et personne ici, et en tout cas pas moi, n'est la réponse. Qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses vont se développer? Je partage totalement et radicalement le point de vue de Denis. C'est-à-dire qu'il y a eu une période d'enthousiasme, la révolution. Moi, je pose une question, y a-t-il eu des révolutions dans le monde arabe? On peut se poser le problème, en tout cas. Et en tout cas, ça ne sera pas linéaire. Et le processus révolutionnaire, c'est très différent, dans lequel nous sommes entrés il y a maintenant un peu plus d'un an, va probablement se poursuivre pendant 5 à 10 ans avant que les choses ne s'éclaircissent. Donc, il faut se placer dans la durée pour comprendre. Et la patience est une vertu révolutionnaire. Donc, il ne faut pas attendre, il faut être acteur, mais en même temps, il ne faut pas précipiter les choses parce que ces choses ne peuvent pas l'être. Alors, j'articulerai mon propos, je vais essayer d'être rapide, en 4 points. Tout d'abord, puisqu'on m'a demandé de m'exprimer plus particulièrement sur la Turquie, un petit point sur les particularités de ce qu'on appelle la laïcité kémaliste. Quand même, il faut aussi savoir de quoi l'on parle. Deuxième point, c'est y a-t-il, oui ou non, et je le pense, oui, une nouvelle conception de la laïcité en Turquie qui est en train d'émerger, de se cristalliser, même si là encore ce n'est pas un processus achevé. Troisième point, c'est la question de l'AKP, ce parti de la justice et du développement qui est au pouvoir en Turquie depuis 2002. Et puis enfin, quelques mots quand même sur le printemps, alors je vais mettre des guillemets, printemps arabe, le rapport à la Turquie, comment la Turquie se dispose par rapport à ce processus qui a émergé il y a un peu plus d'un an dans le monde arabe. Alors tout d'abord, particularité de la laïcité kémaliste, je vais, vous me le pardonnerez très très vite, et puis on pourra approfondir dans le débat bien évidemment. Évidemment, quand on parle de la laïcité turque ou à la turque, on pense incontestablement à Mustafa Kemal, le fondateur de la République de Turquie en 1923. Et pour aller à l'essentiel du propos qui nous réunit ce soir, incontestablement, Mustafa Kemal a eu une politique répressive
vis-à-vis de la religion, des manifestations de la religion et des hommes de religion. C'est ça qui est important. Alors, très rapidement, pour mémoire, suppression du califat, suppression du sultanat, suppression du ministère de la charia, suppression des fondations religieuses en Turquie, suppression des tribunaux coraniques. Donc, il se plaçait, lui, dans un processus de laïcisation. Et clairement, Mustafa Kemal et ceux ou celles qui ont construit la République de Turquie dans ces premières années se référaient assez explicitement à la France, à la Troisième République. Et d'ailleurs, dans la Constitution turque de 1937, il y a 6 principes qui sont évoqués. L'État turc est considéré et qualifié d'État républicain, nationaliste, populiste, étatiste, réformiste et laïque. Et en turc, le terme c'est laïklik. Et c'est le seul mot des 6 que je viens d'énumérer qui est d'origine étrangère. Comme si la laïcité, en quelque sorte, était un concept importé de l'extérieur et qui s'appliquait, avec ses lettres de noblesse aussi, dans la situation turque. Alors, évidemment, il y a cette volonté radicale de laïciser la Turquie. Mais alors, on nous dit souvent, c'est une laïcité à la française. Mais cela n'a aucun rapport. Parce que, outre les quelques mesures que je me suis permis de vous rappeler très très rapidement, il y a autre chose qui a été créée à l'époque de Mustafa Kemal, c'est ce qu'on appelle le Diyanet en turc, c'est-à-dire la présidence des affaires religieuses. Or, cette présidence des affaires religieuses, qui existe encore aujourd'hui, elle est directement liée à la primature, c'est-à-dire au Premier ministre. C'est un des services importants du Premier ministre. Et cette Diyanet, elle organise la religion en réalité, c'est-à-dire qu'elle contrôle la religion. En Turquie, il faut le savoir, bien qu'État laïque, proclamé dans sa constitution, les hommes de religion, les imams, sont des salariés de l'État. Je n'ai pas de jugement de valeur, mais en ce sens, la comparaison avec la France est absolument impossible à faire. C'est un système de laïcité totalement différent. Pourquoi pas? Mais arrêtons de nous raconter des histoires en disant « Ah ben les Turcs, ils sont bien sympathiques puisqu'ils ont une laïcité à la française. » Sauf que ça n'a strictement, évidemment, aucun rapport. Donc, cette Diyanet, c'est un instrument, à l'époque où elle est créée par Mustafa Kemal, incontestablement un moyen de contrôle. Mais jusqu'à ces dernières années, sachez que par exemple, le jour de la grande prière du vendredi, la Diyanet envoyait, alors c'était pas encore les mails à l'époque, c'était des fax, pour indiquer quel devait être l'axe du sermon de l'imam. Par exemple, je vous passerai d'autres exemples, mais en ce sens, comparaison n'est évidemment pas raison. Toutefois, et ça c'est important, depuis la proclamation de la République de Turquie, l'islam n'est pas religion d'État. Ça, c'est une nuance ô combien importante, mais dans un contexte culturel et politique très particulier. Deuxième point, je vais très vite, hein, encore une fois, vous me le pardonnez, y a-t-il, oui ou non, ces dernières années, je saute allègrement quelques décennies, une nouvelle conception de la laïcité en Turquie, parce que c'est ce qui nous intéresse. Je considère pour ma part que depuis les années 50, donc c'est pas tout à fait hier, ça fait 50 à 60 ans, il y a progressivement un retour du religieux dans la sphère politique. Tout cela est extrêmement graduel, ça ne s'est pas fait en un jour, et le processus n'est pas achevé, et nul ne peut dire comment il va se conclure, si tant est qu'il y ait une conclusion dans l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, depuis les années 50, il y a une affirmation, un retour très progressif des confréries, qui avaient été interdits par Mustafa Kemal. Pour l'anecdote, mais je pense que pour un grand c'est important, l'appel à la prière, l'ezan, comme on dit en turc, était en turc dans les premières années de la République. Depuis les années 50, il est redevenu en arabe, cet appel à la prière. Ce n'est pas tout à fait anecdotique quand même. Et puis, vous avez aussi, dans les années 50 et surtout depuis la fin des années 60, une émergence de ce que j'appellerais l'islam politique, c'est-à-dire des partis politiques qui se réclament des valeurs de l'islam. Je dis bien depuis la fin des années 60. Le premier parti qui se réclame de l'islam en Turquie, de l'islam politique, c'est en 1969. Donc là aussi, c'est pas tout à fait hier. Mais aucune de ces évolutions, je vais citer que 2 ou 3, ne remet de mon point de vue en cause le principe laïque, mais laïque à la turque tel que je l'ai rapidement évoqué. En tout cas, je crois que le fait même que l'islam politique ait pu émerger à la fin des années 60, et que depuis lors, même si des partis se réclamant de l'islam politique ont été à maintes reprises dissous, interdites, leurs militants emprisonnés,
il n'empêche, ils ont aussi participé au jeu électoral, ils ont aussi participé à la vie parlementaire et même à la vie gouvernementale. Par exemple, en 73-74, il y avait une coalition au pouvoir entre un parti islamiste et la social-démocratie à la turque. C'est d'ailleurs ce gouvernement qui a été responsable de l'invasion de Chypre en 74, au passage. Donc il y a cette longue tradition qu'il faut avoir en mémoire. Comment voulez-vous que, de ce point de vue, la Turquie soit un modèle pour les États arabes qui n'ont pas connu ces formes de rapport à la démocratie? Même si je pense qu'il y a des germes, évidemment, de fonctionnement démocratique dans les pays arabes, au-delà même des dictatures qui, malheureusement, ont eu le pouvoir pendant des décennies. D'autre part, et j'y insiste toujours, vous avez, depuis ces années 50-60, des formes de revivalisme religieux. Et je suis d'accord avec ce que disait Denis tout à l'heure, c'est les formes de religiosité apparente qui sont réapparues dans la sphère publique. Mais c'est très important. Alors, le voile, évidemment. Si en France, nous sommes totalement obsédés par le problème du voile, je n'y reviens pas, la Turquie ne l'est pas moins. C'est-à-dire que comme le voile avait été interdit dans tous les ministères, dans les universités, etc., il y a une forme de mimétisme sur cette question entre les débats que nous avons en France et les débats qu'il y a en Turquie. Ça devient même pour certains en Turquie très obsessionnel aussi. Il n'empêche, ces formes de réappropriation de la religiosité dans la sphère publique, cette émergence de l'islam politique n'ont pas créé de synergie entre les deux aspects. Donc certains peuvent faire le choix de s'engager dans un parti politique islamiste, d'autres apparaître dans une confrérie, d'autres, pour les femmes, porter le voile, bon, etc. Ce qui est important, c'est qu'en quelque sorte en Turquie, la scène religieuse s'est diversifiée et en quelque sorte s'est privatisée, parce que ce sont des choix personnels qui ne sont pas imposés. Et ça, c'est essentiel et fondamental pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, là aussi, pour aller très vite, il y a une sorte de débat qui s'est cristallisé depuis 10 à 15 ans en Turquie sur faut-il continuer à maintenir la laïcité telle qu'elle a été initiée par Mustafa Kemal, même si elle a connu quelques évolutions au cours des dernières années, ou au contraire en contester les modalités d'application. Pour aller très clairement au but, les kémalistes orthodoxes, si je puis dire, sont évidemment pour le statu quo. Ils ne voudraient rien changer à ce qui a été instauré dans les années 20 et 30, au siècle dernier. Alors que ceux qui se reconnaissent, notamment dans l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, voudraient modifier, ou cherchent à modifier en tout cas, les formes de régulation entre les sphères publiques et religieuses. Et donc on revient par exemple